Quand le met au fond. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 23e épisode de Passe ton ballon, votre rendez-vous hebdomadaire OM et footballistique du lundi. 23 comme le numéro porté par Adil Rami, Habib Bey, Benjamin Mendy, William Gallas, mais aussi Juan Croupovieza, car oui, Marseille c'est l'Argentine, et l'Argentine c'est Marseille paraît-il. Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas Mathieu qui assure la présentation ce soir, mais moi-même, Amaïs. Mathieu étant un peu fatigué, donc je me charge de jouer le pompier de service à la façon d'un Nasser Largué ou un Roland Courbis. N'hésitez pas à me dire de quel style je me rapproche sur le chat d'ailleurs. Autour de moi, notre technicien en chef, Idriss, un homme forcément heureux vu que Nemanja Radonjic souffle sa 25e bougie aujourd'hui. Comment vas-tu, Idriss ? Bah écoute Ama, ça va parfait, hein. On dit aujourd'hui c'est le Radon Day, donc on fête le quart de siècle du Radon et on va fêter ça en parlant de ce magnifique OM Bordeaux d'hier. Ah, je croyais que tu allais me dire que tu avais sorti ta plus belle coupe de cheveux ou un truc de ce genre. Tu me connais très bien, la coupe de cheveux c'est pas mon délire. Nous sommes aussi en présence, comme d'habitude, du futur DTN des Comores. Azir, comment vas-tu ? Ça va très bien et merci pour cette excellente présentation, cette excellente introduction. Tu remplaces exceptionnellement à merveille le présentateur vedette de l'émission. Merci beaucoup, j'ai un peu la pression. C'est comme si je débutais en pro là. Juste Ama, avant que tu présentes notre invité, j'ai une petite pensée pour le vrai DTN des Comores qui au bout d'un moment va en avoir marre qu'on présente Azir comme son successeur. Au bout d'un moment il va croire à un putsch populaire, frère. Et sur un Afrique, c'est pas mes ambitions. Hein, Tout ceci est une vanne, évidemment. Le DTN des Comores, s'il nous écoute, évidemment, ne soit pas team premier degré. Il nous écoute, c'est un en plus. Bon, je te laisse la Et enfin, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, @passetonballon sur Twitter. Vous saurez que nous sommes en présence d'un invité de marque, l'international tunisien et milieu de terrain du CD national Funchal en D1 portugaise, Larry Azouni. Comment vas-tu, Larry ? Ça va, merci. J'espère que tout le monde va bien aussi. Bah écoute, tout le monde a l'air de bien aller. Merci pour ta présence. On parlera bien évidemment longuement de ta carrière, aussi bien en club qu'en équipe nationale. Mais avant ça, nous allons évoquer pendant quelques minutes un club que tu connais bien, l'OM, vu que tu as fait tes classes là-bas. Ouais. Et l'OM, messieurs, que dire ? J'avais envie d'innover ce soir, de vous donner carte blanche, de parler de ce que vous voulez pendant 10 minutes, mais vu que l'OM, c'est une telenovela depuis 3 semaines, il se passe un truc toutes les 30 minutes. Ben là, aujourd'hui, l'OM nous a pendu un Agora OM, en gros, une sorte de consultation géante entre l'OM et ses supporters pour essayer d'apaiser la tension. Donc, on va parler de ça, Idriss, Azir et Larry. Tout d'abord, je rappelle les faits vite fait, ensuite je vous donne la parole. Donc l'OM a pendu un communiqué cet après-midi en disant donc en gros qu'ils veulent apaiser les tensions, voilà, ils veulent redéfinir la définition du supporterisme, je reprends les termes de leur communiqué, et ils en ont aussi profité pour mettre un petit tacle aux bandes violentes qui se sont accaparées de la passion de l'OM, donc comprenez nous les méchants ultras, je dis nous parce que je suis abonné en virage, et il y a 20 minutes à peine, on a appris à travers la Provence que l'OM songe à supprimer la convention qui le lie avec les groupes de supporters de l'OM. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Azir en premier, si tu as un avis dessus. C'est écœurant, c'est catastrophique, mais en même temps c'est cohérent par rapport à la politique qu'entreprend la direction depuis quelques temps, depuis de nombreux mois, de nombreuses années, limite depuis le départ concernant l'OM. Il y a une déconnexion, il y a un gouffre qui sépare la direction et les supporters d'Olympique de Marseille qui sont l'âme. Ça fait un peu démagogie de dire ça, mais c'est terriblement vrai avec l'OM, puisque on est d'une génération qui n'a connu qui a connu beaucoup plus de déceptions que de grandes victoires. Et si ce club ne sombre pas dans l'anonymat, ne devient pas un club lambda de Ligue 1, c'est en grande partie grâce à ses supporters. Et on a une direction qui est complètement déconnectée, qui ne comprend pas l'importance d'avoir ses supporters au centre du projet, de les mettre
ouais, de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Et non, il faut leur faire la guerre, il faut les détruire. Mais en voulant faire la guerre aux supporters, ils font la guerre à l'OM en vérité. Ils détruisent la belle institution voilà, qui façonne notre passion depuis tant d'années. C'est horrible. Et oui, mais c'est ce qu'on disait en off avant de commencer l'émission. C'est comment, d'un point de vue, eux qui sont vraiment obnubilés par l'image, le marketing, l'esprit d'entreprise, comment ils peuvent passer à côté. Alors, quand tu diriges une entreprise, il faut savoir donc quelle est cette entreprise. Comment tu peux passer à côté de cet esprit de chien fou que tu ne peux pas garder des supporters marseillais. Je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, ceci, c'est un plan Le Prou à la sauce LinkedIn. C'est qu'ils ont réussi à écrire sur le plan moral des grosses horreurs dans ce communiqué. Parce que je l'ai lu il y a un peu plus d'une heure. Donc là, vraiment, la tête n'est pas très reposée. J'ai passé une longue journée. Donc j'ai du mal encore à le digérer. Au fur et à mesure, ça fait 2-3 fois que je le relis. J'ai du mal à vraiment l'encaisser. Mais ils arrivent à faire passer d'énormes horreurs par des termes. Encore ça va, ils ont réussi à se passer du franglais pour une fois. Mais par des termes tellement condescendants, tellement... je sais pas comment dire... infantilisants pour les supporters, comme si... Ben voilà, c'était les méchants sauvageons qu'on va mettre de côté et nous allons créer l'âme du club ensemble en faisant des team building et des brainstorming. Je ne comprends pas. Très franchement, je ne comprends pas parce que j'ai encore la naïveté de me dire ils sont trop intelligents. Le il, c'est Hugo Ouvrard et Jacques-Henri Hérault, les deux têtes pensantes de ce projet-là, pour tomber dans quelque chose d'aussi gros. J'ai encore cette naïveté-là. Et pour rajouter une information qui vient de tomber Alors à attends, peine, je vais la rajouter pour nos amis qui sont sur YouTube. Benoît Payan a pris la parole. voilà, et moi je la décris. Donc Benoît Payan, le maire de Marseille, qui vient de tweeter à l'instant, donc quand je vous disais en préambule que l'OM est une télé-novela en ce moment, qui tweet, je cite, les supporters sont l'âme du club, leur mise en demeure par la direction est incompréhensible, il ne peut pas y avoir des dizaines de milliers de Marseillais qui payent les conséquences de quelques excités déjà devant la justice. J'ai écrit à Jacques-Henri Hérault pour qu'il calme le jeu. Larry, voilà, sans que tu commandes forcément tous ces trucs, j'imagine que tu as suivi les événements de ces dernières semaines. Déjà, est-ce qu'on en parle au Portugal? Est-ce que tu en parles avec les francophones de ton club à Madère? Comment tu le vis toi aussi, qui a fait tes premiers pas footballistiques à l'OM, rappelons-le? Ben, déjà, je regarde pratiquement tous les matchs. Donc, je suis à travers les résultats, mais aussi un peu sur Twitter, l'actualité, tout ça. Après, oui, on en parle parce que je suis avec Vincent Cosello au CD National et voilà, il regarde beaucoup aussi l'actualité, tout ça. Et il y a un autre Marseillais, Il y a Mabrouk Roué, Eh oui, ouais, un voilà, ancien Roué, Arbel. Tout à voilà, fait, ouais. qui est de Marseille aussi. Donc, pareil, voilà, après les matchs, on débriefe un petit peu. Et c'est vrai que, bon, déjà, on parle surtout sportif, nous, mais c'est vrai qu'aussi que quand il y a eu la descente des supporters à la commanderie, ben, pour en parler un peu avec eux, c'est vrai que ben, quand on est de Marseille, on n'est pas tellement choqué en fait. Mais pour les autres qui sont pas de Marseille, ça choque. Ça choque parce que c'est rare qu'on voit ça dans les clubs quand même. Non, c'est sûr. D'ailleurs, c'est un peu la réaction qu'ont eu justement les personnes qui ne sont pas forcément dans le microcosme marseillais, comme tu dis. Ça peut choquer, mais en soi, on a fait une émission la semaine dernière avec Damien Doll, le journaliste de Libération. Voilà, ça ne surprend pas. Voilà, l'OM et Marseille, c'est la passion, la ferveur. C'est pas cliché de dire ça, c'est une vérité. C'est pas que le football. Ouais, c'est Et pas c'est grave démago, que. c'est le cas. C'est Ouais, une si tu passion vis à démesurée, Marseille, tu le quoi. comprends, tu vois. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça, il Moi, faut y être pour le comprendre. Et pour moi, c'est inconcevable qu'un président qui a soi-disant fait les grandes écoles de commerce, qui a dirigé les plus grands groupes, n'arrive pas à comprendre ça. Pour moi, c'est un truc de fou, vraiment. C'est incroyable. Mais bref, je ne sais pas si vous voulez encore évoquer ce sujet ou alors on bascule de suite sur Larry. Ça va nous permettre de moins nous énerver. C'est la démocratie ici, c'est comme vous voulez. Ah, surtout qu'il n'y a pas Mathieu, aujourd'hui on est tranquille.
Très bien, Mathieu, on t'embrasse si tu nous écoutes et je sais qu'il nous écoute. Ça nous permet donc de faire la transition avec Larry Azouni, donc son passage à l'OM. Donc, je rappelle les faits, tu as fait tes premiers pas au Burel, puis tu as fait ta formation à l'OM, tu as fait une seule apparition en pro, c'était à l'occasion d'un match de Ligue Europa contre l'AEL Limassol en 2013. Tu me corriges si je dis Exact, une bêtise. exact. Justement, on a pas mal parlé de la formation de l'OM ces dernières années, même ces derniers temps, justement, avec Nasser Largué, qui est l'entraîneur intérimaire en ce moment, alors que d'habitude, c'est le responsable du centre de formation. Toi, à l'époque, comment tu as jugé la passerelle formation pro, sachant que voilà, tu disposais d'un bon CV, tu as fait les sélections de jeunes en équipe de France. Comment tu t'es senti traité par l'OM à ce niveau? Ben, déjà, je tiens à dire que la formation à l'OM est très bonne. On avait des bonnes conditions de travail, on avait des belles générations, on gagnait des gros tournois, on avait des bons coachs qui nous apprenaient à la fois à devenir des hommes et à devenir des footballeurs. Et je pense que ça, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de parents de jeunes aujourd'hui qui disent, voilà, moi, mon fils, je ne veux pas le mettre à Marseille, c'est mieux Montpellier, c'est mieux Nice. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Après, peut-être que ça a changé depuis. Mais en tout cas, nous, on avait une très belle équipe, des bons coachs, et ça se passait très bien en formation. Après, c'est vrai qu'arrivé à 16, 17 ans, ça commence à devenir plus sérieux. Et moi, la passerelle, elle s'est fait naturellement. Franchement, j'ai eu, entre guillemets, de la chance parce que j'ai signé un ANS à 13 ans. On était 4 dans ce cas-là, avec Julien Fabry, Jonathan Santiago et Rafidine Abdullah. On a signé un ANS qui a ensuite débouché sur un contrat aspirant de 3 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai signé stagiaire, 3 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai signé pro. Donc en fait, j'ai eu un cursus, je ne sais pas si on pourrait dire, pas normal, mais en gros, tout s'est enchaîné comme il fallait. Classique, et voilà, tout s'est enchaîné comme il fallait. J'ai connu les sélections de jeunes. Et après, c'est surtout grâce à Deschamps, en fait. J'ai tapé dans l'œil de Deschamps quand j'ai joué en Next-Gen, la Ligue des champions des jeunes à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Et de là, j'avais 17 ans, j'avais pas encore 18 ans. Et il me prenait avec lui. J'ai dû faire 10 bancs l'année d'après où ils ont été champions. Je crois que c'était 2012-2013. Non, l'année Ah, d'après, même. justement, où ils sont champions. Ah, ouais. Voilà, c'est ça. Et on gagne la coupe de la Ligue, il me semble aussi, parce que j'avais fait, ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'était après. Justement, j'ai été l'un des premiers avec Jobello, quand il y avait encore Lucho González, Azpilicueta, tout ça. Voilà, et ouais, voilà, à 17 ans, je me suis retrouvé à faire une dizaine de bancs en Ligue 1. Malheureusement, il m'a jamais fait rentrer, mais voilà, ça a été ça mon cursus. Et pour répondre à ta question, on a toujours dit que c'était difficile à l'OM, de passer des jeunes, en pro, cette passerelle-là. Je pense qu'il y a du vrai parce que, comme on peut voir, je compare souvent avec Lyon, nombre de joueurs qui sortent et qui font des belles carrières et qui sont vendus, à des gros montants. Ben, je pense que certains joueurs de Lyon, s'ils avaient été formés à Marseille, ils seraient peut-être pas sortis ou alors pas aussitôt. Et justement, comment tu expliques ce phénomène, justement, Larry? En préparant l'émission, j'ai lu quelques-unes de tes interviews. Tu disais justement, voilà, l'OM, c'est un club qui achète parfois des joueurs à 20-30 millions d'euros. Et c'est parfois compliqué de faire son trou. Mais Lyon fait ça aussi. Eh oui. Mais ils laissent quand même leurs jeunes jouer. Toi, comment tu expliques ça? J'imagine que tu en as aussi parlé avec les gens de ta génération, les joueurs de ta génération. Justement, quel est votre ressenti général? Franchement, moi, j'ai peut-être ma théorie là-dessus, c'est Jean-Michel Aulas, qui, pour beaucoup de Marseillais, l'aime pas beaucoup. Moi, je pense que c'est vraiment le meilleur président français. Je pense que c'est le meilleur dans sa gestion, dans tout ce qu'il entreprend.
il a pas d'égal pour moi en France. Et c'est peut-être une des raisons, justement, par rapport à Marseille, que Lyon sort autant de joueurs. Parce que moi, je me rappelle quand je jouais contre Lyon, par exemple, on les avait battus, justement, en U17 au championnat de France, alors qu'il y avait Benzia, il y avait Martial, il y avait une grosse équipe. Mais nous aussi, on avait une belle équipe. Et voilà, on était loin d'être ridicule en face. Mais pourtant, eux, sur un effectif de peut-être 20 joueurs, il y en a peut-être 7, 8 qui ont débuté en pro à Lyon, alors qu'à Marseille, non. Surtout que C'est sûrement un problème de. excuse-moi, Pardon. la génération 94, quand on la regarde, c'est une des meilleures qu'on ait eues depuis longtemps quand même. Il y a Fabri, il y a Aloé, tu l'as dit, il y avait Momar Bangoura, qui avait été un peu mis en avant par Bielsa, même s'il n'a pas eu de temps de jeu, mais il faisait partie des petits chouchous de Marcelo Bielsa à l'OM. Rafidine Abdullah, il y avait Wesley Jobello, Jonathan Santiago. Tous ceux qui l'ont vu jouer en jeune te disent c'est un phénomène, c'est un monstre, il est incroyable. Il est un peu petit, mais franchement, c'est un truc de fou et tout. Et le pauvre, il a jamais eu sa chance. Aujourd'hui, il rebondit, entre guillemets, il a roussé avec le poteau Zaki en N3. Mais c'est cette passerelle pro, on en parle beaucoup avec Azir, c'est notre discours et notre marotte préférée. Le plus important, c'est la passerelle entre la formation et le monde pro. On sait qu'à l'OM, les joueurs sont bien formés, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont très bien accompagnés. Mais voilà, c'est quand on arrive à 19-20 ans et qu'il faut emmener les joueurs vers la Ligue 1 que ça devient plus difficile. Justement, Azir, tu voulais t'exprimer, non? Toi qui es spécialiste de la formation, tu avais peut-être une question. Spécialiste, peut-être pas, mais. Allez écouter l'Observatoire des jeunes, le podcast de formation FC avec Azir. Alors, on fait de la pub. Non, mais toi, tu as un exemple, on va dire, typique, c'est-à-dire que tu as une progression ascendante tout au long du ton parcours centre de formation, tu as fait les équipes de France de jeunes, etc. Est-ce que tout au long de ta formation, tu sentais que, au niveau de la politique globale du club, au niveau de la politique sportive du club, les jeunes, même si la formation est de qualité, n'allait pas forcément être mis en avant, il fallait absolument être un phénomène absolu pour avoir la capacité, à un moment donné, d'avoir une opportunité. Est-ce que toi, tu le ressentais comme ça? En sachant, comme il a dit Idriss, je ne sais pas si tu faisais partie déjà de cette équipe-là, je me rappelle qu'à l'époque, au MTV, par rapport à la génération 94, quand elle était en Benjamin Excellence, moi, j'étais 93, donc un an de plus. Ils mettaient les matchs, les résumés des matchs de Benjamin Excellence à l'époque, sur MTV. Ils éclataient tout le monde, même je crois qu'ils font vous allez jusqu'au championnat de France ou un truc comme ça, là, vraiment donc une très très belle génération. Et pourtant, il n'y en a aucun qui a réussi à faire son trou à l'OM, en tout cas, mais c'est comme toi, qui a réussi à faire une carrière professionnelle. Mais est-ce que toi, tu le ressentais comme ça quand tu étais au centre déjà à l'époque? Déjà, il y a toujours eu cette histoire de l'OM c'est dur, l'OM ils font pas confiance aux jeunes. Ça date pas de maintenant. Après, le problème aussi qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas tellement de stabilité, dans le sens où les directeurs de centre changeaient souvent, le coach de la réserve, le coach de la une aussi. Mais en fait, voilà, il y avait tellement de changements que c'était dur d'avoir une stabilité déjà. Et je pense que ça, c'est important aussi, déjà pour le suivi des jeunes, etc. Ensuite, oui, on le ressent parce qu'on regarde les stats, les générations d'avant, de qui joue. Moi, je me rappelle, à cette époque-là, il y avait Bilal Omrani, Chris Gadji, Alexander Ntumbu et Kevin Ozei qui s'entraînaient avec le groupe pro. Mais déjà, sur ceux-là, il y en a combien qui jouaient? Zéro. Très peu, Très peu, il y en a peut-être, ils ont fait quelques bouts de match, quelques bancs. Et quelques apparitions, oui. Ouais, Gadji faisait des fins de match en début de saison, et après, dès que la Ligue des Champions commençait, on ne le voyait plus. Ouais, voilà, donc c'est pour ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi que moi, par la suite, quand j'ai signé mon contrat pro de 3 ans, j'ai été prêté la première année à Lorient, qui ne s'est pas tellement bien passé. Et quand je suis revenu, il me restait 2 ans de contrat, mais j'ai dit non, je veux partir. Je sais que je ne jouerai pas. Je ne veux pas forcer comme certains ont fait en pensant que... Et après, tu restes, tu as 21, 22, 23 ans et tu te retrouves avec que des matchs de CFA2 dans les jambes. Je voulais surtout pas ça. Donc j'ai dit, moi, l'OM, merci beaucoup, merci pour tout. Vous comptez pas sur moi, je vais pas jouer, c'est pas grave. Je vais aller faire ma carrière ailleurs et merci pour tout.
Ah ben, justement, tu me fais une passe décisive là. Ouais, Donc du coup, parlant de transition. Lorient, on va reposer le contexte. Tu me corriges encore une fois si je me trompe, mais avant d'aller à Lorient, donc tu fais donc le championnat d'Europe pardon U19 avec l'équipe de France, où tu es vice-champion d'Europe avec les Martial, etc. Mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Et donc du coup, tu débarques à Lorient dans les dernières heures du mercato. J'imagine que tu étais excité à l'idée qu'un club de Ligue 1 se manifeste pour faire décoller ta carrière. Tu y vas. Et là, au final, tu joues très peu. Tu fais 2 entrées en Ligue 1, dont une qui se solde par un carton rouge. Ouais. Déjà, est-ce que tu éprouves des regrets et comment tu expliques finalement que tu n'aies pas eu tant de jeux que ça alors que tu avais une certaine cote, vu que tu sortais justement d'un championnat d'Europe réussi avec l'équipe de France U19? Ben, en fait, ouais, ça a été compliqué ce mercato-là. En plus, c'est mon premier vrai mercato. Et je signe à Lorient, le fax, il s'envoie à 23h42, un truc comme ça déjà. Donc c'était un peu la folie. Mais avant ça, ouais, je sors de l'Euro U19 où on va en finale, où j'ai fait quand même de bonnes prestations. Mhm. Et je parle avec Eddie Bopp, Franck Passy et José Anigo qui me disent voilà, que pour moi, c'est mieux de trouver un prêt. Je dis ok, pas de souci et tout. Et j'ai un accord avec Arles Avignon. J'ai le coach du MA au téléphone qui me dit qu'il veut me faire jouer et tout ça, pas de souci. J'ai dit, moi je suis chaud, c'est à côté de la maison en plus, pour partir pour mon premier prêt et tout, en Ligue 2, ça peut être très bien. Et quelques jours après, José Anigo qui me dit, non, ça ne peut pas se faire avec Arles Avignon. Parce qu'ils n'avaient pas le statut pro et moi j'avais pas encore 20 ans. Enfin bref, il y avait une loi qui faisait que je ne pouvais pas signer là-bas. Sauf qu'entre-temps, moi, j'ai arrêté de chercher parce que je pensais que ça allait se faire avec Arles Avignon et je me retrouve sans rien. Et au passage, à cette époque-là, mon agent, c'était Jean-Pierre Bernès, qui n'avait pas droit de rentrer dans la commanderie parce qu'avec Anigo, ça se passait mal. Donc ça commençait à devenir un peu chaud et je ne me voyais pas rester encore en CFA2, sachant que j'avais fait le championnat d'Europe, etc. Et José Anigo, il me prend dans son bureau, il me dit voilà, j'ai une offre de prêt de Luzenac en national. Il me dit tu as quelque chose d'autre? J'ai dit non, j'ai rien d'autre. Il me dit bon ben, et c'était peut-être à 2 jours de la fin du mercato. Ouais, c'est ça, Il me parce dit que le ben, ok, transfert de, le transfert de Lemina, il se fait le dernier jour. Donc, ah ouais, ouais, c'est c'est ça. de la dernière minute. Et donc ouais, je comptais partir avec ma femme. À l'époque, on n'était pas mariés, mais elle faisait des études, donc elle commence à regarder vers Toulouse. Il y a une fac, etc., etc. On regarde tout. Et bref, c'était le dernier jour du mercato. Je pensais aller à Luzenac. Et Jean-Pierre Bernès, il m'appelle, il me dit écoute, viens chez moi, faut que tu viennes de suite. Je vais chez lui et tout. Il me dit tu peux pas aller à Luzenac. Je dis ah bon, pourquoi et tout. Il me dit non, non, tu vas pas à Luzenac. Je dis ok, mais je vais où? Et il me dit je vais te passer quelqu'un au téléphone, tout ça. Bref, je décroche le téléphone, c'est Christophe Galtier. Il me dit voilà, j'ai suivi ton euro avec la France et tout. Il était à Saint-Etienne à l'époque. Et j'aimerais te prendre à Saint-Etienne avec un prêt option d'achat. Voilà, il me vend un projet plutôt pas mal et tout. Bien sûr, moi, j'ai les yeux qui brillent et je dis OK, pas de souci. Mais bon, je comprends par la suite que c'est un peu une embrouille, entre guillemets, avec Bernès, qui était son agent de l'époque. Bref, ça se fait pas. Et je me retrouve à être dans un package pour Lorient à la dernière minute du mercato. C'était soit ça ou soit je restais en CFA2 à Marseille. Donc bon, j'ai tenté l'aventure. Alors attends, juste du coup, comment ça se passe? Comment t'apprends du coup qu'avec Saint-Etienne ça va pas se faire? Et qui t'appelle pour te dire tu vas à Lorient? C'est ton agent ou c'est le club? Alors, Saint-Étienne, Galtier me disait que lui, il me voulait tout ça, qu'il fallait qu'il voie avec sa direction. Alors pardon, Et 2 secondes, parce que ouais, pour remettre en contexte pour les gens qui nous écoutent, 2013, ouais, le Saint-Etienne vient de gagner la Coupe de la Ligue, donc va jouer l'Europe. Et ils avaient leur milieu de terrain avec Renaud Coat, Fabien Lemoine, Jérémy ouais, Clément. c'est ça. Il y avait un peu de concurrence au milieu, mais Il y bon, avait toi, tout le monde. tu as 19-20 ans, s'il te dit tu vas jouer, la rotation, tout ça, c'était faisable, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Là, il y avait vraiment, j'ai eu le coach au téléphone. Il m'a dit, voilà, petit à petit, D'accord. tu vas t'entraîner avec nous tout le temps, et petit à petit, si tu montres que, voilà, Voilà, c'est tu nous juste pour montres que remettre tu dans es le dans le contexte monde, pour les gens qui nous ouais, écoutent, ouais, voilà, ouais, c'est ça. ouais, ouais. Et donc, ouais.
par rapport à la direction, un prix avec option d'achat, ils n'ont pas voulu. Saint-Etienne, bref, je me retrouve sans rien à 2 heures de la fermeture du mercato. Ah ouais, Et ouais. José Adigo pas qui me menace, mais bon, en gros, qui me crie dessus un peu parce que Luzenac, ça tombe à l'eau, qu'il avait des bons rapports avec Luzenac. C'est un truc de ouf. Et en plus, à ce moment-là, j'ai toujours pas signé mon contrat pro. Ah ok. Parce que justement, il attendait que je sois prêté pour me faire signer mon contrat pro, que d'ailleurs j'ai dû signer à McDonald's avec un faux agent parce que Jean-Pierre Bernès ne voulait pas se déplacer. Mais c'était au McDo de Dromel, je l'ai signé mon contrat pro. Exceptionnel. Énorme. Et ouais, voilà. Et donc, ouais, et au final, José Anigo qui me dit de vite venir à la commanderie et tout. Donc, avec le fameux faux agent là que Jean-Pierre Bernès m'avait mis entre les pattes pour un peu s'occuper de moi. On prend la route pour aller à la commanderie, il met la radio et on entend Rafidine Abdullah va être échangé avec Mario Lemina à Lorient. Je dis putain, j'appelle Rafi, je dis allô, tu vas partir et tout à Lorient? Il me dit ouais, je suis dans les bureaux là à la commanderie. Et je dis mais j'arrive moi aussi. Je dis bah, vas-y, on se rejoint. Et j'arrive là-bas et la brune il me dit écoute, le directeur sportif de Lorient qui veut te parler. Le directeur sportif de Lorient est au téléphone et tout, il me dit voilà, tu vas t'entraîner avec le groupe pro, tu vas commencer avec la réserve et ensuite si tu montres que tu es bon aussi, nanani nanana, tu passeras avec les pros, tu intégreras le groupe pour les matchs et tout. Et José Nico, il me dit écoute, là il y a ton contrat pro et ton contrat pour Lorient. Soit tu signes les deux maintenant, soit tu restes en CFA2 et on oublie tout. Oh là là. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est... Et tout ça avec ma femme au téléphone qui me demande alors où on va, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Et voilà, ouais, à la dernière minute, je signe à Lorient. Mais attends, c'est pas ça le plus chaud. Je te raconte juste la dernière. Ah, c'est pas la plus J'arrive à chose, Lorient. le contrat Non, pro non, à Dromel, c'est rien ça. Non, t'es fou. J'arrive à Lorient avec Rafi. On arrive. Gourcuff, il nous dit bonjour, tout ça. Il nous dit, je sais pas, il parle à Rafi d'abord dans le coin. Après, Alors, il vient me voir. Il dit écoute, je sais pas qui tu es. Alors, excuse-moi de te couper, voilà, justement, avant Dis-moi. d'arriver là. Ouais. Encore une fois, pour remettre dans le contexte, rappelez-vous que le transfert de Lemina le dernier jour du mercato, c'est ce qui a causé le départ de Gourcuff en fin de saison. Pour ceux qui nous écoutent, c'est que Gourcuff, et rappelez-vous, il y a une vidéo, je vais essayer de la retrouver pour la mettre sur YouTube, où Gourcuff et le Ferry, le président de Lorient, s'embrouillent devant les caméras de Canal en zone mixte. Exact. À cause de ce transfert, parce que Gourcuff venait d'intégrer Lemina dans le groupe pro. Lemina qui sort de la Coupe du Monde du vin 2013 avec Pogba, Kondogbia, Thauvin, tout ça. Et du coup qui est vendu contre son avis le dernier jour du mercato. Et du coup, Gourcuff va passer la dernière saison à Lorient à faire la gueule avec son président dans une guerre d'ego. Voilà, je te coupe. Et si Larry peut me confirmer, je crois que Gourcuff met son poste en balance justement après la double arrivée avec c'est ça que voilà, c'est bon. Voilà, du coup, voilà, c'est bon, on te coupe. Vas-y. Ouais. On est dans les bureaux à la commanderie. On signe le fax, tout ça, on se serre la main avec la brune, tout ça. Bon voyage, nanani, nanana. Il y avait les télés, l'équipe TV allumées dans les bureaux. Et avec les transferts, tout ça, en temps et en heure. Et je vois écrit Gourcuff veut démissionner. Alors que je dis, mais c'est quoi ce bordel? Et ouais, voilà, après j'arrive là-bas, il me dit écoute, je te connais pas, mais bon, maintenant que tu es là, on va faire avec. Je dis bah ok. Ah oui, c'est pas le lieu pour débuter sa carrière dans un club. Ouais, compliqué, mais ça nous fait grandir. Ça, direct, tu prends 5 ans d'expérience, là, direct. Mais ce genre de témoignage, c'est tellement important parce qu'on a, on se rend pas compte. On se rend pas compte que ça se joue à des détails, que tu es là, en vrai, tu n'as pas forcément prévu d'aller à Lorient dans ton plan de carrière, ou tu vois, tu es au tout début, tu n'as pas encore signé ton contrat pro. C'est des choses auxquelles on n'a pas forcément accès quand on est simple spectateur, simple observateur de tout ça. Et des fois, on va sur les réseaux sociaux notamment avoir des commentaires qui sont assez acerbes sur les jeunes, sur ci, sur cela. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dit qu'il faut vraiment prendre beaucoup de recul parce que les clubs ont des agissements qui sont... pour parler correctement, étrange parfois concernant des jeunes joueurs. Donc, c'est pour ça que quand on fait en sorte d'éviter d'être dans la vision binaire, les méchants jeunes joueurs qui ne respectent pas les clubs, machin, et les clubs qui sont soi-disant garants d'une espèce d'institution alors qu'ils font des
coup de crasse à des jeunes joueurs qui ralentissent un peu leur début de carrière alors que ça pourrait partir dans de meilleures conditions. Et parce que juste ton témoignage, là, même s'il y a c'est un peu des moments un peu drôles, mais je trouve ça c'est dur un peu, tu vois, de commencer de cette Oui, bah, manière-là. c'est drôle 7 ans plus tard, mais 8 ans même plus tard. Ouais, mais sinon, ouais. Sur le coup, ça doit faire chier, je pense, oui. Ouais. Et donc, du coup, l'histoire a mal commencé, entre guillemets. C'est pas super bien déroulé. Donc, comme je disais en amont, tu fais que 2 apparitions en Ligue 1, tu prends un rouge et tu quittes ensuite le club. Quel bilan tu fais au final de ton expérience à Lorient et justement tes rapports avec Christian Gourcuff? On a eu Nicolas Marin il y a 2-3 semaines qui a évolué avec Christian Gourcuff, qui nous disait que c'était un excellent enseignant du football, mais qu'il était entre guillemets moins doué dans les rapports humains. Voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je le rejoins. Après, un coach, il n'a pas le même discours, il n'a pas la même relation aussi avec un joueur de 30 ans et avec un jeune joueur de 18 ans qui est prêté, je pense. Mais après, oui, comme j'ai dit, que ce soit aux entraînements, j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai beaucoup appris. Après, forcément, on se pose des questions. Je me dis que si peut-être je serais resté à Marseille là, cette année-là, en sortant de l'Euro, j'aurais peut-être eu du temps de jeu. Ça aurait été pas difficile d'en avoir plus qu'à Lorient parce que j'ai pas énormément joué. J'ai eu 2 matchs en Ligue 1 et 3 en Coupe. Au final, ça m'a fait 5 matchs. Donc, c'est vrai qu'on se dit peut-être je serais resté à l'OM, mais quand tu fais 5 matchs à Marseille, c'est différent que tu fais 5 matchs à Lorient quand même. Ouais. Mais voilà, ça m'a permis, tu vois, de quitter Marseille, de quitter mon cocon familial, tu vois, de devenir un homme, je peux le dire, parce que partir en Bretagne à 18 ans, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais bon, il y avait Rafi. Heureusement, d'ailleurs, on s'est soutenus et ça nous a rapprochés encore plus. Et non, après, je regrette pas. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et justement, ouais, comme tu disais, on connaît pas trop l'envers du décor, justement. Mais il se passe des choses de malade des fois. Ouais, parce que, Eh oui. parce que certains, ce qu'on aime appeler ici le football manager Twitter, qui pensent que lorsqu'un joueur est recruté, c'est forcément passé par tous les étages du club, que tout a été approuvé par le président, par le directeur sportif. Ah, non. Alors que, bon, nous aussi, on ne le savait pas. C'est juste qu'aujourd'hui, avec l'équipe, ça fait plusieurs années qu'on vit un peu dans le monde du football. Donc, on se rend compte de certaines choses, mais il faut le raconter à ceux qui ne le savent pas. Un transfert, des fois, ça peut se jouer à rien. L'entraîneur, comme l'a dit Larry, le découvre en même temps que tout le monde. C'est-à-dire que des fois, les journalistes de l'équipe connaissent le transfert d'un joueur avant même le coach de l'équipe. Ouais. Non, tout à fait, mais c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission, Idriss, n'est-ce pas? Le mec, il répète exactement ce que je suis en train de dire. Tu me cherches, toi, aujourd'hui, en fait, c'est ça. Oui, moi, j'ai une petite question un peu Vas-y. pour Larry Azouni, un peu technique par rapport aux apports de Christian Gourcuff. À quel niveau exactement tu as senti qu'il t'a apporté quelque chose de nouveau, qui t'a permis de progresser sur un plan technique, tactique, athlétique? Tactique, c'est simple. Après la fameuse causerie que j'ai eue avec lui, il m'a pris dans son bureau et il m'a posé son paperboard là, avec le 4-4-2. Et en gros, voilà, il m'a expliqué le 4-4-2, les coulissements, la couverture. Et en fait, chaque entraînement, même si on allait faire un taureau ou une conserve, eh ben, il y avait ce truc tactique, tu vois, de toujours couvrir quand le deuxième 6 il sort, toi tu fermes le milieu. Enfin voilà, tu vois, c'était vraiment basé sur la tactique. Et tu sais quoi, depuis Lorient, j'ai fait Nîmes, Courtrai, et j'ai eu plusieurs coachs. Eh ben, c'est la première fois que je retrouve ça ici, là, national, avec notre coach portugais. Et pareil, tu vois, c'est un foot tactique. Après, on ne prend pas énormément de plaisir à l'entraînement. Je ne te cache pas que des fois, ça saoule. Mais tactiquement, tu vois, le mec, tu sens qu'il aime ce qu'il fait, c'est un passionné et il a des idées. Après, c'est peut-être pas toujours bon, tu vois. Mais le mec, il a des idées et moi, je kiffe ça. Je kiffe ça et c'est avec ces entraîneurs-là que tu vois que moi, plus tard, j'ai envie de devenir entraîneur, tu vois. Ah, c'est dans ton plan de carrière de passer des diplômes? C'est quoi, depuis que je suis dans le foot, j'ai compris qu'il ne faut pas avoir de plan de carrière. Non, mais voilà, tu as compris ce que je te dis, c'est dans ton objectif. J'aimerais bien. Dans tes Ouais, objectifs. j'aimerais bien, ouais.
Non, mais ça fait plaisir Donc, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de ta génération qui sont nés dans les années 90 qui veulent devenir entraîneurs. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Et par rapport à ça, j'espère que tu seras un entraîneur professionnel, aguerri, avec une très belle carrière. Est-ce que tu as des convictions de jeu qui sont très fortes par rapport aux entraîneurs que tu as connus, par rapport à ton expérience de joueur pro, même si elle est encore très loin d'être terminée, et comme un entraîneur comme Christian Gourcuff, est-ce que tu as influencé par rapport Ouais, à des idées de jeu que tu aimerais développer plus tard en tant ouais, qu'éducateur, entraîneur? ouais, c'est exactement ça. Que ce soit Gourcuff ou mon coach actuel. Vraiment, là, je suis un joueur différent, tu vois. Je peux dire après ça, ouais, j'ai appris quelque chose, j'ai progressé, tu vois. Par rapport en Belgique, j'ai eu 3 coachs en Belgique à Courtrai, et vraiment, tactiquement, c'était le néant, tu vois. À l'entraînement, c'était des conserves, mais sans but précis, tu vois. Et là, vraiment, tu vois, ça me passionne. Tu vois? Tu cherches à comprendre, même moi qui d'habitude est un peu réservé, même là je parle pas le portugais, tu vois? C'est un peu compliqué. Bah, tu vois, je cherche à comprendre, je vais un peu dans le débat avec lui justement sur certains points, et c'est comme ça que ça fait avancer les choses, tu vois? Et moi je kiffe ça. et on aura l'occasion de parler de Courtrai après, promis. On voit vos questions aussi sur le chat, notamment Rida et Mathieu. On va les poser, promis. Mais du coup, là, on va essayer de faire un suivi chronologique pour que les gens ne se perdent pas. Donc, du coup, Larry, tu as acquis comment dire, des connaissances avec Lorient que tu n'as pas pu mettre à l'œuvre avec Lorient. Mais du coup, tu quittes Lorient pour essayer de faire décoller ta carrière et tu vas à Nîmes. Exact. À Nîmes, c'est clairement là-bas que tu lances ta Ouais, carrière. Tu fais plus de 60 matchs en Ligue 2. Et surtout, moi, je voulais m'attarder sur une saison particulière. C'est celle où Nîmes commence avec 8 points de pénalité. Donc, je recontextualise. Donc, après une sombre affaire d'arrangement de match, etc. Donc, Nîmes a écopé d'une pénalité de 8 points. De 8 points. Donc, en gros, il commençait la saison avec moins 8. Et mmh, finalement, Les caisses de vous vin êtes les quand plus même. chères de France. Exactement. Et vous êtes quand même sauvé. Donc, du coup, raconte-nous cette saison, justement, comment tu as appris cette sanction, l'ambiance dans le groupe. Ensuite, quand est-ce ouais, qu'il y a eu le déclic où vous vous êtes dit là, ça y est, on peut faire l'exploit. Je suis très curieux ouais. de savoir. Bah, vraiment une saison de fou, une saison de malade. Saison de malade qui en plus, ouais, pour répondre à ta question, on était à la fin de la saison d'avant, donc ma première saison qui en plus s'est pas bien passée. J'ai pas énormément joué. Je me suis arrivé un peu beau, tu vois, de Ligue 1, Lorient, Marseille, et voilà, la Ligue 2 ça rigole pas, hein. C'est pas facile la Ligue 2. Ah, c'est un autre C'est sport. vraiment pas facile, ouais, ouais, c'est pas facile, et ouais, la première année, c'est pas bien passé du tout. Moi, j'ai eu une remise en question personnelle aussi, j'ai perdu du poids, j'ai pris un préparateur physique tout l'été. Et je suis arrivé ma deuxième saison en bombe. Je suis arrivé et dès les premiers entraînements, les premiers matchs amicaux. Pourtant, le coach c'était le même, hein, c'était José Pasqualetti. Mais il m'a dit j'ai pas d'autre choix de te faire jouer, c'est toi le meilleur. Il m'a dit tu as changé, il y a quelque chose qui a changé. Et bref, donc en cette fin de première saison, on fait un repas entre nous, tu vois, un repas de fin de saison, et on apprend qu'on ne descend pas en national parce que bon, il y en a beaucoup qui disaient qu'on allait descendre et tout, et finalement on a moins 8 points. Et bref, on commence la deuxième saison, donc moi je commence titulaire et tout. Et bon, les résultats, ils sont pas trop là parce que je crois qu'en Ouais, le début octobre de ou en saison, il décembre, est bizarre. Ouais. ouais, Ouais, vous ouais, démarrez ouais. mal, ouais. Et on se retrouve avec 10 points de retard sur le premier non relégable. Donc au lieu de rattraper le retard, on en a encore plus, tu vois. Et ce qui a fait tout changer, c'est l'arrivée de Bernard Placard, hein. C'est vraiment ça qui a tout changé dès son arrivée. Et pourtant, il n'a pas fait grand-chose, tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas tout changé tactiquement. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a réduit le groupe déjà, tu vois? Il y a 4 5 joueurs, dont Rémi Sergeot, tu vois, le Marseillais, je sais pas si Ouais, vous ouais, Oui, avez. bah, qui a joué à Andoum. un Voilà, Consola, Rémi quand je joue Sergeot, à Consola Consola, aussi. voilà, qui a fait un bon début de saison. En plus, il venait d'Andoum DH, je crois, Ouais. et il faisait un bon début de saison, mais voilà, il a décidé que le groupe était trop large et qu'il voilà, il allait compter sur 17 18 joueurs maximum. Là, il est à Villefranche aujourd'hui, je crois, en national, Rémi. En bref. Exact, exact. Ouais. Et voilà, et de là, on a enchaîné les victoires. On avait un TJ Savanier en feu.
On avait Steve Mounier devant qui prenait tout de la tête. On avait un jeu assez direct. C'était pas très beau à voir, c'est vrai. Mais voilà, on était en Ligue 2, on jouait notre peau et ça a été une saison de malade parce on gagne contre Clermont 6-2 à la maison. On va gagner à Nancy premier 4-3 et on fait une deuxième partie de saison de champion presque. J'avais fait, en 2018, j'avais fait l'interview de toi, Philou Maolida, pour Actu Foot, et je lui avais demandé, en ayant en tête une réponse, quelle était sa meilleure saison en pro. Lui qui a connu Il en a connu. 35 clubs, 40 projets différents, il a joué la Ligue des Champions ouais. avec des clubs, la relégation avec d'autres. Je m'attendais à ce qu'il... Respecte les mecs des Lauriers, mon cousin. Attention. En plus, ouais. Non, mais je l'aime beaucoup. Mais, non, mais il a connu beaucoup de clubs quand même, toi, Philou Maolida, c'est factuel. Et je m'attendais à ce qu'ils disent la 2006-2007 avec l'OM, où l'OM finit deuxième et finale de Coupe de France parce qu'il joue beaucoup, il marque. Il y a Cissé, il y a Niang, il y a Ribéry, il y a Nasri, bref. Et là, il réfléchit et il me dit, la saison où on arrive à se sauver avec Nîmes, il me dit, je pensais pas à la fin de ma carrière vivre un truc de fou comme ça. Et de suite, tu sais, j'ai ah ouais. Parce que je m'attendais au pire à ce qu'ils me disent la montée avec Bastia, tu vois. Et ouais, parce qu'il en a connu des belles choses dans sa carrière. Ouais, il a connu beaucoup de choses, c'est pour ça. Et je m'attendais pas du tout à cette réponse. Il m'a dit ce qu'on a vécu cette saison-là avec les supporters, avec le groupe. Il m'a dit ça restera le meilleur souvenir de ma vie. J'ai dit ah ok. Je te dis, tu imagines comment ça l'a marqué à lui avec la carrière. Ça, avec les joueurs avec lesquels il a joué et tout, ça m'a impressionné. Ouais. Ah, c'était fou. Il y avait un bon mélange, tu vois. Il y avait des anciens comme toi, Philou, Féti Arek, Jonathan Lacour aussi, et des jeunes, des gamins comme moi, Briançon. Il y avait TJ Savanier aussi qui était là. TJ Savanier, ouais, il était un peu entre les deux, TJ. Il avait déjà quelques matchs en Ligue 2, mais voilà, on a fait une saison de... Ouais, il venait d'arriver de Montpellier, là. Non, il était à Arles-Avignon. Il a fait une saison à Arles-Avignon. T'imagines, il était à Arles-Avignon, ils ont coulé, il était au chômage. TJ Savanier, il est venu à Nîmes. Un génie. Un génie, ouais, c'est le Valbuena gitan. Quelque chose. Hein. Ouais. Non, des très bons joueurs déjà, du coup, Savanier. Et donc, tu lances ta carrière à Nîmes. Et comment se passe justement ton départ de Nîmes et du coup cette bascule vers le championnat belge? Est-ce que c'était une volonté de découvrir l'étranger ou alors c'était la meilleure offre? Comment ça s'est déroulé? En fait, ouais, je sors de 2 saisons pleines en Ligue 2 où je fais 33 et 31 matchs. J'ai marqué des buts, j'ai quelques stats. Et surtout, je suis jeune. Je crois que j'ai 22 ans. Ouais, je vais sur mes 23. Et là, je me dis, bon, c'est le moment pour la Ligue 1, tu vois. Mon souhait premier, c'était d'aller en Ligue 1. Pas spécialement dans un top club, tu vois, mais je voulais, parce que justement, j'avais goûté la Ligue 1, mais je ne m'étais pas imposé. À Lorient, tu vois, à Marseille, je ne m'étais pas imposé. Et mon souhait, c'était voilà, de montrer que oui, j'ai le niveau pour la Ligue 1. Et il me reste un an de contrat à Nîmes, parce que j'avais signé 4 ans. Bon, je te passe les arrangements et les détails parce que je suis parti libre de Nîmes alors que je sortais de 2 saisons pleines, je venais de faire la CAN. Bref, il y avait un arrangement entre guillemets qui me disait que je pouvais partir libre. Donc de là, je me dis putain, je peux avoir de belles offres en quittant Nîmes libre. Sauf que à ce moment-là, j'ai plus d'agent. Je n'ai pas spécialement d'offres. Il y a cette offre de Courtrai qui arrive, où financièrement déjà, qui était très bien par rapport à ce que je gagnais à Nîmes, mais aussi c'était une D1 en Belgique, un club moyen, pas forcément un top club, mais un club moyen, où j'allais pouvoir me montrer dans une première division. Et c'est vrai que la Belgique, c'est beaucoup regardé. Donc, je fais le choix de partir à Courtrai. Malheureusement, Nîmes monte la saison d'après en Ligue 1, mais bon, ça, on ne peut pas le prévoir. Hein. Mais voilà, je suis parti comme ça de Nîmes à Courtrai. Et Idriss Azir, je ne sais pas si vous avez une question. Moi, j'en ai déjà une, mais c'était pour vous faire parler aussi. C'est le championnat belge. À quel niveau, du coup, parce qu'on ne voit que des résultats et on n'entend parler que de la Gantoise et d'Anderlecht. Donc, à quoi ressemble vraiment le championnat belge? Déjà, ça, c'est un cran, voire 2 de la Ligue 2, tous les niveaux.
Niveau, déjà, question de niveau, question d'infrastructure, que tu joues dans des beaux stades, que c'est 100 fois plus regardé par l'Allemagne, par l'Angleterre. Enfin, c'est vraiment par rapport à la Ligue 2, il n'y avait pas photo, tu vois. Et voilà, c'est ça, j'ai répondu à ta question. Oui. Ouais, parce qu'il y a des clubs comme le Standard, Club Bruges, Le Standard qui était un club satellite de l'OM au début des années 2000, qui Dreyfus. était possédé par Dreyfus, le Standard de Liège. Ouais, donc voilà, je pèse un peu le pour et le contre et je me dis que ça peut être une bonne chose, un bon tremplin pour moi de partir en D1 belge à Courtrai. Mais justement, tout à l'heure, tu nous disais que par rapport au coach, que c'était le néant, tu n'avais pas forcément appris beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu en retires de cette expérience en Belgique? Mitigé parce que j'arrive avec beaucoup d'ambition, tu vois. Moi, je me dis, Courtrai, il faut que ça soit un tremplin, tu vois. J'ai 22, 23 ans, il faut que je fasse 1 an ou 2 et que je tape le top belge ou alors qu'un autre club, tu vois. Sauf que ça se passe pas vraiment comme prévu. Première année, je joue pas énormément. On avait un premier coach grec qui met du temps à me faire jouer quand j'arrive. Finalement, quand je gagne ma place, les 3 derniers matchs qu'il fait, il saute. Donc un nouveau coach arrive, un Belge. Pareil, il me fait jouer au début parce qu'il a vu mes derniers matchs, ils se sont bien passés. Ensuite, je joue plus beaucoup. La deuxième année, je joue carrément toute l'année arrière droit. Je fais 29 matchs en tant qu'arrière droit. Ah ouais, il t'a Charles Caborisé, frère. Exactement. Voilà. Et je peux te dire que c'était dur. Hein. D'ailleurs, au début, je voulais pas jouer. Je lui disais non, je préfère pas jouer que jouer arrière droit. Sauf qu'arrive un moment où c'était l'année de la Coupe du Monde avec la Tunisie. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je joue. Même si je veux partir, il faut que je joue. Et même si c'est arrière droit, tant pis. Donc je joue arrière droit et ça se passe plutôt bien parce qu'en décembre, mon agent discute bien avec Saint-Etienne et ça a failli se faire. Finalement, ça se fait pas. Et voilà, et la troisième année, pareil, changement de coach, je joue pas beaucoup au début. Et à la fin, on arrive au mois de décembre, les résultats n'étaient pas bons, on joue contre Anderlecht. Ils décident de me mettre et après j'ai pu quitter l'équipe avant qu'il y ait le Covid. Sur le chat, on nous pose une question double FFF. Ça m'intéresse. Je sais pas si on me pose, enfin si j'ai bien prononcé le pseudo. La Belgique, c'est une pépinière de talents. Et justement, la question, c'est est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué en Jupiler Pro League? Oui, il n'y en a pas qu'un. Hein. Franchement, il y a vraiment des très bons joueurs en Belgique. Des très bons joueurs. Et le premier qui me vient à l'esprit, c'est Youssef Attal. Youssef Attal, il jouait avec moi. Je l'ai vu débarquer. Il venait du Bled. Et il est arrivé comme ça, à Courtrai, il faisait -5, il se demandait où il était. Et tu vois, moi j'essayais de l'aider un petit peu, il parlait son français, il était pas trop bien non plus. Donc il est toujours aussi approximatif, t'inquiète. Ouais, je sais. Mais voilà, un joueur comme Youssef, pourtant il n'a pas beaucoup joué en Belgique, mais il a fait 2 matchs, il a été bon au bon moment, et Nice, ils n'ont pas hésité à mettre 3 millions sur lui. Mais il y en a énormément des joueurs comme ça en Belgique, hein. Des très bons jeunes, la Gantoise, Genk, qui vont chercher des joueurs d'Europe de l'Est là, qui ne payent pas cher, mais ensuite ça devient... Jonathan David. Par exemple. Tout à l'heure, on parlait quand on parlait de l'Euro U13, Mitrovic qui est arrivé très jeune à Anderlecht, et qui derrière n'a pas eu la carrière qu'espérée, mais qui à Anderlecht formé avec... j'ai un trou. C'était avec des donkers. Avec des donkers, ils formaient une petite paire milieu attaquant. Tielemans aussi. Voilà, Tielemans. Ouais. C'était à Tielemans que je pensais. Ils formaient un petit triangle milieu de terrain attaquant très 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 prometteur. Donc oui, tu as raison, le championnat belge regorge de talent et avec très peu de moyens, suivez mon regard. Et justement, bon là on parle de talent etc. dans le championnat belge, mais le championnat belge, vu de France, il est aussi réputé pour comment dire, son système assez bizarre de play-off. Et tu as eu l'occasion de faire 2 fois ces play-offs, donc déjà si tu peux nous expliquer ça et ensuite comment c'est perçu par les joueurs, tu vois, parce que nous on a du mal à comprendre. Ouais, je vais essayer parce que moi aussi quand je suis arrivé, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Déjà il y a 16 équipes en D1 et il y a 8 équipes en D2. D'accord. Déjà.
Et par contre, après, en troisième division, ils repartent à 16 et 18 équipes. Et en fait, donc, bon, là, ça a changé cette année avec le Covid et tout. Mais moi, je te parle à mon époque quand j'étais. C'était les 6 premiers à la fin des matchs aller-retour, tu vois. À la fin des matchs aller-retour, les 6 premiers font les playoffs 1. Et du 7e au 15e, ils font les playoffs 2 avec 2 équipes de D2. Le premier de D2 monte directement et le dernier de D1 descend directement sans faire de playoffs. Ensuite, les playoffs 2, c'est réparti en 2 groupes de 5. Et tu fais match aller-retour. Et les 2 premiers des 2 groupes de 5 se rencontrent en match aller-retour. J'ai rien compris. Tu m'as lâché? Ah, j'ai lâché complet là. En gros, du 7e au 15e, après la phase classique, du 7e au 15e, ils font 2 groupes avec 2 équipes de D2. 2 groupes de 5. Et les 2 premiers se rencontrent en match aller-retour. Et le gagnant, il joue contre le 4e des playoffs 1 pour une place en Coupe d'Europe. Donc tu peux finir 14e du championnat. Tu peux finir 14e du championnat et peut-être jouer l'Europe encore. C'est un truc de fou, ça. C'est du top 14. Ah, c'est encore pire. Non, c'est encore pire. Vas-y, Azir. Pourquoi Genre, tu fais ton championnat comme tout le monde. Tu es aller-retour. Et les premiers, les champions, les autres, et place européenne. Pourquoi? Genre, c'est quoi la genèse du truc? En fait, j'aime trop quand Azir s'énerve. Je ne vis que pour ça. J'ai fait ce podcast que pour ça. Vas-y, là. Ça leur génère plus de revenus parce qu'il n'y a que des gros matchs, tu vois, en playoff. Ouais. Donc ça génère plus de revenus. Je pense que c'est une question d'argent, hein, comme toujours, à la fin. Alors juste les gars, désolé de vous couper. C'est juste que là, sur Twitter, il y a un déferlement politique contre la décision du club. On en parle. Je fais juste la brève et après on change de sujet. Il y a Martine Vassal, Benoît Payan, tous les sénateurs et tous les députés de la ville de Marseille et des Bouches-du-Rhône qui sont en train de prendre la parole pour les supporters et pour un peu ralentir la répression Ouvrard-Hérault. Voilà, fin de la parenthèse. Merci Idriss, envoyé spécial à la CNN. Ce flash info. Et donc pour rebondir sur ce système de playoff, Mathieu dans le chat qui dit et à la fin les playoffs se jouent sur Candy Crush. Merci Mathieu. C'est vrai qu'on avait besoin de cette intervention. C'était pour recentrer le débat. Et donc, Larry, là aussi, tu joues pas mal. Ah, on nous pose une question sur le chat. On m'a coupé, mais vu que c'est du direct, on m'a dit est-ce que tu as une anecdote sur Teddy Chevalier? Ah, Teddy Chevalier, c'est un sketch à lui tout seul. Pourquoi? C'est un sketch. Ah, il est fou. Mais au plus il vit, au plus il est encore plus fou. Parce que là, il y a Faïz, Sélémani qui est toujours à Courtrai. Et Chevalier, il est retourné à Courtrai. Et tous les jours, on s'appelle. Il me dit, c'est un malade. Une anecdote, ouais, j'en ai. Ouais. Ben, quand on était ensemble à Courtrai, c'était l'époque où il y avait la Coupe du Monde et il y avait France-Belgique. Il y a eu France-Belgique. En demi, et bon, nous, le vestiaire, il était un peu divisé en deux, c'est normal, parce qu'il y avait beaucoup de francophones, et les Belges, les Flamands, et même les Wallons. Et le lendemain que la France, ils ont gagné, il est venu habillé en frites. Il avait prévu d'acheter le costume, il a acheté le costume à l'avance sur Internet, et le lendemain, il est venu déguisé en frites Sulfada. Incroyable. Teddy Chevalier, pour ceux qui ne le connaissent pas, nos auditeurs, donc c'est un joueur qui a joué, qui joue actuellement à Courtrai, mais qui est passé par Valenciennes, par le RC Lens, qui est parti en Turquie, c'est un baroudeur de la Ligue 2, etc. Voilà, c'est mes restes de French Touch FC avec Mathieu qui me permettent justement de citer les clubs comme ça sans aller sur Wikipédia. Je vais poser la question préférée d'Azir. C'est qui justement, est-ce que c'est lui, mais à part lui du coup, le joueur le plus fou avec lequel tu as joué? Avec Azir, on aime bien les personnages comme ça. Les mecs de vestiaire, on les croit un peu bon enfant, gens idéal, et en fait... Ouais, il y en a peut-être un que vous connaissez en plus, il est de Marseille, Anthony Marin. Oui, défenseur central, oui. Ouais, complètement fou aussi. Complètement fou. Ouais, je pense que c'est lui le plus fou. Tu as joué avec lui à Nîmes? À Nîmes, bah déjà, on était ensemble à Marseille. Ouais. Il était encore en réserve, comme moi, je commençais à jouer avec la réserve. Et après, je l'ai retrouvé à Nîmes, ce fou. Ouais. Complètement fou. Donc, du coup,
tu gagnes pas mal d'expérience encore à Courtrai. Et là, nouveau pays, le Portugal, avec donc cette arrivée au CD National Funchal. Déjà, pourquoi avoir quitté la Belgique alors que tu semblais jouer? Et surtout, ensuite, ton avis sur le championnat portugais qui est malgré tout méconnu en France, hormis les gros clubs qu'on voit en Coupe d'Europe, style Porto, Benfica, Ouais, Sporting, etc. bien sûr. En fait, j'avais fini mon contrat avec Courtrai. Je me voyais pas rester là-bas parce que le club, franchement, il n'avait pas d'ambition. Euh, Il y avait- Moi, je suis comme ça. J'ai un peu la bougeotte. Et au bout d'un moment, j'ai envie de voir ailleurs. J'ai envie de connaître quelque chose. Une carrière, c'est courte. Et voilà, j'ai envie un peu de connaître différentes cultures, différents championnats. Mais ça ne m'aurait pas dérangé de rester en Belgique dans un autre club. Donc je me retrouve en fin de contrat pour la première fois d'ailleurs. Ça m'a fait un peu bizarre. Et de là, je décide de prendre mon temps, de m'entretenir personnellement à Marseille avec un coach, en attendant la bonne opportunité, sans trop me prendre la tête. Et je reçois un peu des offres un peu exotiques qui ne m'intéressent pas tellement, ou de la Ligue 2. Et je décide d'attendre quand même quelque chose de mieux. Et par l'intermédiaire d'un agent portugais qui me dit que voilà, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, je reçois énormément d'appels d'agents qui viennent de tous les pays du monde, de tout. J'ai eu de tout, et souvent qui n'aboutissaient à rien. Et là, lui, il me dit non, j'ai une offre d'un club au Portugal, tout ça. Je dis d'accord, on peut faire avancer le truc. Et là, j'ai le coach qui m'appelle, pas tous les jours, mais pratiquement, et qui me dit voilà, j'ai besoin de toi, je te veux dans mon équipe, viens te battre avec nous. Parce que c'est un club qui vient de monter. Ils étaient en D2 l'année dernière, ils sont montés. Donc il me dit voilà, ça va pas être facile, mais on a besoin de toi, je veux te faire jouer là, comme ci, comme ça. Je me dis putain, c'est la première fois de ma carrière qu'un coach prend le temps de m'appeler pour me dire vraiment voilà, je te veux, le club va faire les efforts financiers pour t'avoir. Et Ah, franchement, quand tu es joueur, il y avait Christophe Galtier aussi. Ouais, ouais. D'une certaine façon. Je crois que c'est Bernès, il lui soufflait les réponses. Mais ouais, en fait, voilà, c'est parce que quand tu es joueur de foot, c'est ça la chose la plus importante, c'est que le coach te désire. Déjà, tu arrives déjà costaud parce que voilà, tu sais qu'on compte sur toi. Et ça, c'est la chose la plus importante quand tu es un joueur. Tu vas te sentir désiré. Et ça a pris un peu de temps parce que financièrement, on n'arrivait pas trop à s'entendre et parce qu'en plus, j'attendais moi aussi une offre des Émirats. Pour être honnête, voilà, je vais faire 27 ans et j'avais la possibilité d'aller prendre pas mal d'argent aux Émirats. Donc c'est vrai que ça a trotté un peu dans ma tête. Mais je me suis dit que j'avais encore le temps d'y aller, que le championnat portugais, ça pouvait être une belle vitrine et que ça pouvait aussi me faire intégrer la sélection nationale. Donc voilà, j'ai fait le choix de partir au Portugal. Avant de laisser mes collègues poser quelques questions justement sur ton parcours actuel au Portugal, juste pour resituer, Madère, c'est un stade de 6000 places, c'est un petit archipel portugais à l'ouest du Maroc, donc Ouais. c'est différent de tout ce que tu as connu, Courtrai, Lorient, etc. Et c'est aussi un club où est passé un certain Cristiano Ronaldo qui est, rappelons-le, originaire de l'île de Madère où tu joues actuellement. Je crois que tu allais dire rappelons-le, il est ballon d'or. Aussi, voilà. Mais j'imagine que voilà, on te l'a fait rappeler que Cristiano vient d'ici, etc. Au moment de la signature, etc. Ah bah ouais, il y a des photos de lui partout, il y a son musée, il y a sa statue, il y a des posters de lui, tous ses trophées dans une vitrine au stade. Non, vraiment, c'est leur fierté, hein. C'est leur fierté et tu le ressens dès que tu arrives. Après, pour répondre à ta question, ouais, c'est vrai que c'est différent de la Belgique, de l'Orient. Ici, il fait 20 degrés toute l'année, il y a toujours le soleil, donc c'est vrai qu'en termes de qualité de vie, c'est changeant et c'est appréciable. Avant de poser vos questions sur le chat, on les voit, on va les poser en fin d'émission, promis. Là, je laisse Azir et Idriss poser quelques questions sur le championnat portugais, puis on va aborder la carrière internationale de Larry. Les gars, allez-y. Idriss, à toi l'honneur.
Non, vas-y, parce que pour pas te mentir, je suis en train de faire un truc en même temps pour l'émission d'après. Vas-y, Azir. Oui, moi j'ai une question par rapport. Tu as connu donc deux clubs étrangers. Là, au Ouais. Portugal, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, des dispositifs qui sont mis en place par les dirigeants, par le club, pour accueillir des joueurs étrangers, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles, ou tu es un peu laissé, voilà, laissé pour compte, ou on va dire laissé, tu t'adaptes comme tu t'adaptes et tu dois faire un peu avec les moyens du bord, ou tu es chouchouté, tu es mis dans les meilleures conditions, on met en place des dispositifs autour de toi ou autour des joueurs étrangers de manière générale pour qu'ils puissent s'adapter le plus rapidement possible et qu'ils puissent s'épanouir sur le terrain au niveau sportif. Ouais. Bon, déjà, il faut savoir que c'est pas un grand club au Portugal, donc ils n'ont pas énormément de moyens. Mais après, moi, franchement, j'ai pas à me plaindre parce que dès le premier jour où je suis arrivé, que ce soit moi avec ma famille, ils nous ont mis dans les meilleures conditions. Il y a un traducteur enfin une personne au club qui parle très bien français et qui s'occupe de tout. Dès que j'ai un problème, dès que je dois avoir un rendez-vous, que ce soit pour ma femme ou quoi que ce soit, vraiment sur ça, j'ai rien à dire. Et pourtant, c'est pas un club qui a énormément de moyens, tu vois. Ouais. Pour comparer avec Courtrai, c'était chacun sa mère, tu vois un peu. Ouais. D'accord, excuse-moi Larry, tu as évoqué le niveau du championnat belge. Le portugais, c'est encore un cran au-dessus? On me pose souvent la question, mais c'est difficile. C'est difficile à répondre parce que j'arrive pas trop à le situer dans le sens où, en fait, les grosses équipes, Porto, Sporting, Benfica et même Braga, je rajoute Braga parce que c'est une très très belle équipe. Ouais, vite fait. Non, Larry, pour l'anecdote, en fait, Idriss a perdu au Paris sportif Ils t'ont mis dedans. à cause de l'égalité. Alors écoute Larry, je vais te raconter ce qui s'est passé parce qu'il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. En 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Mercredi, j'avais gagné un peu d'argent grâce à la NBA. Je me suis amusé mercredi en fin de matinée, pardon. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tu connais le délire. Je me fais un petit fun à 1 euro où j'ai dû mettre 14 matchs, juste pour rigoler, tu vois. Où j'ai mélangé des matchs de Coupe de France, de Championship et tout. Mais des grosses cotes ou des petites cotes? Écoute-moi, pour 1 euro, je pouvais gagner 900 euros. Ouais, j'ai compris. Je commençais à. Moi, j'avais fait ça en me disant, de toute façon, je vais perdre et c'est pas grave, tu vois. Ouais. Je vois l'OM Plus que 10 secondes. je vois que l'OM qui passe, Toulouse qui passe, Montpellier qui passe, Lens qui passe. Il me reste Braga-Porto. Le match se passe, Porto ouvre le score, mène 1-0. Brentford pendant ce temps-là mène 3-1. Je suis tranquille, j'ai dit allez, c'est bon, 900 balles. 90 plus 2, je vois que l'arbitre siffle pas. 90 plus 5, je dis c'est pas fini. 90 plus 8, je dis c'est pas fini, c'est pas croyable, qu'est-ce qui se passe? Et je reçois l'alerte à 90 plus 12, je me suis dit, bon, c'est pour me dire, le match est terminé. C'est fini. Ouais. Je reçois l'alerte, Braga 1, Porto 1. Je dis, oh, c'est bon. J'ai jeté mon téléphone par terre. J'ai parlé à personne, je suis parti dormir. Et depuis, il fait la gueule à Braga. Mais oui, Braga et Porto, les deux. Mais du coup, Larry, tu disais que voilà, il y avait des bonnes équipes comme Porto, Sporting, Braga, Benfica, etc. Et ensuite, qui pour moi, en comparaison avec la Belgique, sont meilleurs que le top belge. Tu vois. Après, tu as les autres équipes, les équipes moyennes, qui se valent à peu près avec les équipes moyennes de Belgique. Mais sur le terrain, tu vois, tactiquement, c'est en place. Même si les équipes, elles n'ont pas un joueur qui va faire la différence, elles n'ont pas un mec qui va mettre 15 buts dans la saison, mais elles défendent bien, tu vois. Tactiquement, ils sont au point. Et en plus, ça ressort souvent de derrière, ça balance pas trop. Alors qu'en Belgique, tu vois, c'est beaucoup un jeu individualiste, tu vois. On va donner le ballon à celui qui fait les différences et on espère qu'il va faire quelque chose. Oui, au Portugal, pour le coup, il y a une vraie philosophie. Tu as parlé de ton coach. Il y a une très belle génération de coachs portugais un peu partout en Europe. Il y a même des universités de coachs au Portugal. C'est un vrai travail là-bas, quoi. Oui, avec Sergio Conceição et tout ça, la nouvelle génération de coachs portugais est très très intéressante. Il n'y a que nous qui est tombé sur... Bon bref, allez, on change de sujet. Juste, moi j'ai une dernière petite question d'ailleurs par rapport à ça. Bon, même si ça fait très peu de temps que j'étais dans ce club portugais, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau de la formation? Quel est le traitement qu'accorde la direction vis-à-vis des jeunes de ton club? Ben ouais, comme tu as dit, moi je viens d'arriver, donc bon, c'est compliqué, mais le problème c'est qu'on est déjà 30 joueurs pro dans l'effectif.
C'est énorme. J'ai jamais connu ça de ma vie. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour les jeunes. Un jeune comme Mabrouk Roué, qui est un jeune mais qui a un contrat pro, Ouais. eh ben, il s'entraîne avec nous, mais il a joué un petit peu en début de saison, il a fait des bancs, mais là au mercato d'hiver, ils ont recruté je sais pas combien de joueurs et ils ont vendu personne. Donc ça bloque les jeunes. C'est ça sur ça, franchement, c'est n'importe quoi. Je comprends pas la vision du club. Il n'y a aucun équilibre, aucune balance dans l'équipe. Tu as des joueurs qui sont là depuis le début de saison, ils ont joué un match. Tu as d'autres joueurs qui s'entraînent en sachant qu'ils ne seront jamais dans le groupe. C'est démoralisant. C'est démoralisant et donc ça laisse aucune place aux jeunes. Aucune. Ouais, en effet, c'est un problème qu'on peut voir dans les effectifs pléthoriques. Tu allais parler à Azir. Non, juste merci pour ces réponses. Et du coup, Mais- toi comment tu vois ton évolution dans le jeu par rapport à ce que ta première vraie saison en pro, c'est avec Nîmes? Ouais. Parce qu'avec Lorient, tu l'as dit, tu n'as pas beaucoup joué. Ouais. À l'OM, tu étais ce qu'on appelle aujourd'hui un regista, mais un récupérateur, un 6 qui aime le ballon et qui aime organiser le jeu de derrière. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, comment tu te décrirais, comment toi tu te vois en tant que joueur aujourd'hui? Bien évidemment, tu n'es pas le joueur à 27 ans, le joueur que tu étais à 20 ans. Exact. Donc comment toi tu vois ton évolution aujourd'hui? Comment tu pourrais décrire pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas les moyens de voir jouer le National Madère Funchal? Ben, moi, je me sens bien dans mon équipe parce que c'est une équipe, tu vois, qui cherche à jouer au ballon. Moi, j'ai besoin de ça. Je suis un joueur qui a besoin des autres, tu vois, pour être bon. Moi, j'aime quand ça repart de derrière, tu vois, quand le ballon il passe par moi, le redoublement de petites passes. Voilà, j'ai besoin que mon équipe elle joue au foot. Alors, c'est vrai que dans les clubs où je passais, notamment à Nîmes, c'était plus, tu vois, la grinta, les seconds ballons. Après, c'est la Ligue 2 qui veut ça aussi. Aussi, mais tu vois, ça m'a permis d'étoffer un peu ma palette, tu vois. Ouais. Et c'est plus tard que je me dis, quand j'étais à Lorient, ben peut-être qu'en fait, j'avais pas le niveau Ligue 1, tu vois. J'arrive à être conscient de ça, parce qu'à l'époque, déjà, à Lorient, au milieu, tu avais des joueurs d'expérience, il y avait Bourillon, il y avait Coutader. Et tu vois, moi, j'arrivais, 18 ans, j'avais pas de match dans les jambes et tout. Et je me dis non, sûrement que j'avais pas le niveau, tu vois, j'avais besoin de passer par la Ligue 2, des matchs un peu galères. Et c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui le joueur que je suis devenu, tu vois. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai re-regardé un match de moi à Nîmes, quand j'étais à Nîmes. Ouais. Eh ben, je suis plus le même joueur. J'étais trop foufou avant. Tu me vois faire des pressings à la 95e minute sur le défenseur. Je dis, mais qu'est-ce que je faisais, tu vois? Et voilà, ça c'est au fil des années, avec l'expérience, que tu apprends à te canaliser, à gérer tes efforts. Et, et surtout, pour en revenir à Madère, ouais, tactiquement, je sens que, tu vois, j'ai beaucoup appris. Je suis plus le même joueur. D'accord. Intéressant. Très, très, très intéressant en effet. Il nous reste une bonne quinzaine de minutes pour déjà poser vos questions sur le chat, on le fera promis, et surtout pour parler de ta carrière internationale. Larry, on a parlé donc de tout un parcours en club. Donc ta carrière internationale, on va forcément parler de l'équipe de France d'abord. L'Euro U19 que tu fais donc en 2013 avant d'aller à Lorient, où tu finis vice-champion d'Europe avec Anthony Martial, Adrien Rabiot, Aymeric Laporte, qui jouent tous donc, dans des gros clubs aujourd'hui. Vous tapez l'Espagne d'Adama Traoré en demi-finale et vous perdez en finale contre la Serbie de Milinkovic-Savic. Là, quelques années plus tard, quel souvenir tu en gardes? Et déjà, est-ce que les noms que je t'ai cités, par exemple, t'ont déjà tapé dans l'œil, ou alors au contraire, c'est des noms moins connus qui avaient survolé la compétition? Ouais, bah déjà, à l'époque, certains de mon équipe jouaient déjà en pro. Rabiot déjà avait du temps de jeu, Laporte avait, je crois, déjà 100 matchs avec Bilbao. Et moi, j'arrive là, j'ai 0 match, tu vois. À la base, ma première sélection, c'est quand j'ai commencé justement à faire des bancs avec Deschamps. Donc j'ai été appelé. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque sélection, j'ai été performant. Donc le coach, il se basait sur ça, tu vois, sur ce qu'il voyait pendant les rassemblements. Et à chaque fois, je faisais mes matchs, à chaque fois, j'étais bon.
Donc il me rappelait tout le temps, alors que j'avais pas de temps de jeu en pro, tu Mais c'est vois. ça qui était intriguant J'étais l'un des seuls. pour- J'étais l'un des seuls. Et pour te dire, Rafi jouait avec l'OM, et ben, en équipe de France, c'est moi qui jouais. Et lui, c'était mon remplaçant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui était intriguant, c'est que Ouais. moi je regardais beaucoup les équipes de jeunes à l'époque, et Mhm. moi je te voyais jouer en CFA2, on te voyait sur les bancs en Ligue 1, et on se disait bon, mais c'est quand qu'il va jouer quoi. Mhm. Surtout que là, 2012-2013, la saison d'Elibop, la concurrence, sans faire offense à qui que ce soit, bah, c'est Barton, Romao, et bon, et après il y a Rafi aussi Ouais. qui jouait moins. Donc Mhm. on se disait, bah, Larry, il peut bien gratter 5-10 minutes en fin de match. Ouais. Et voilà, visibilité, tu jouais jamais. Et après, comme tu dis, en équipe de France, non seulement tu étais appelé, mais en plus tu étais titulaire les 3 quarts du temps. Donc on Mhm. comprenait pas forcément ce qui se passait. Ouais, sachant qu'il y avait, il y avait du monde cette génération au milieu, avec Tolisso, Bakayoko, Adrien Hunou qui joue au milieu avant. Enfin voilà, il y avait une sacrée équipe. Il y avait une sacrée équipe. Et oui, après, on fait le championnat d'Europe, on bat l'Espagne. Et malheureusement, on perd cette finale qu'on ne doit jamais perdre, mais bon, c'est comme ça. Et quelques années plus tard, du coup, tu switches, en gros, tu pars pour la Tunisie, que tu avais déjà représenté en U16, si je ne me Exact. trompe pas, donc avant de jouer l'Euro U19 avec la France. Évidemment, là, on va évoquer le thème de la binationalité. Quand on est face à ce genre de dilemme, comment ça se passe? Ben ouais, ma carrière internationale, elle a commencé d'abord en U16 avec la Tunisie. J'étais au centre de formation de l'OM et voilà, j'ai été contacté par la fédération qui commençait un peu à chercher des binationaux, surtout qui jouent en France. Et donc, ouais, par curiosité, je me dis pourquoi pas, c'est une sélection, et même c'était la Tunisie. Donc, je sais que ça tenait à cœur à mon père, à ma famille, et même moi. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Bon, après, ça s'est pas très bien passé. Niveau infrastructure, tout ça, organisation, c'était un peu compliqué. Donc, bon, j'ai mis ça de côté, mais après, ouais, j'ai été appelé quand il a fallu se décider. Parce qu'en fait, ouais, quand je finis l'Euro, après, je fais une sélection en U20, 2 sélections en U20, et après, justement, il y a le tournoi de Toulon. Et là, le dernier rassemblement avant le tournoi de Toulon, il y a un match amical contre la Suède. Et c'était Batelli, le coach, je me rappelle. Mhm. Et comme on est beaucoup dans le groupe, je joue pas le match contre la Suède. Moi, je joue une opposition contre les 95, l'équipe de France 95. Donc de là, je me dis, De Lemar, ouais, Kimpembe, tout ça. Lemar, Kipembe, il y avait le fils de Zidane aussi Ouais. à ce rassemblement. Et bref, donc de là, je me dis, bon, ça commence à puer un petit peu. Et je sors un très bon match. Et Batelli vient me voir à la fin du match, il me dit, je peux pas te promettre que tu seras avec nous à Toulon, mais tu as montré de belles choses. En gros, il me laisse espérer. Finalement, je fais pas le tournoi à Toulon et c'est de là que s'arrête la sélection française pour moi. Surtout que l'année d'après, justement, ma première année à Nîmes, je joue pas beaucoup. Donc là, j'ai compris que les espoirs, c'était fini. Et ensuite, voilà, quand j'ai commencé à jouer avec Nîmes, la fédération tunisienne elle m'a recontacté pour les A. Et là, pour moi, dans ma tête, c'était clair. J'avais envie de représenter la Tunisie. Pas forcément parce que la France c'était mort, parce que bon, j'avais 22 ans, j'étais en Ligue 2, on ne sait jamais, on a vu des N'Golo Kanté, voilà, il y a plein d'exemples qui par la suite ont joué en équipe de France en commençant en Ligue 2, bref. Voilà, je décide, parce que j'ai la double nationalité grâce à mon père, de représenter la Tunisie. D'accord. Et du coup, comment les contacts en soi se sont initiés? À quelle période précisément? Est-ce on t'a vendu un projet entre guillemets pour te convaincre? Il faut savoir que la Tunisie, c'est termes d'organisation, c'est compliqué. Quand je vois mes potes qui sont au Maroc ou en Algérie, on a du retard en Tunisie. On a vraiment du retard, sur tous les points. Et c'est dommage parce qu'il y a des bons joueurs, il y a une très belle génération là en plus de jeunes joueurs et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas assez de moyens, que les moyens ne sont pas mis en œuvre pour la sélection. Parce que quand tu vois les terrains d'entraînement, c'est catastrophique pour une équipe nationale. Et ouais, donc ouais, quelqu'un de la fédération, un directeur de je sais plus trop quoi, voilà, me contacte, me dit
que le coach Kasper Zak à l'époque va venir te voir jouer et tout. Je dis ok. Kasper Zak, il vient me voir, 2 matchs, il décide de m'appeler au rassemblement d'après. Et de là, j'ai dû faire au moins, je te mens pas, 5-6 rassemblements, 10 matchs amicaux, et il m'a fait rentrer 5 minutes 2 fois. Wow. Et là, putain, je me dis, ah, c'est bon, j'en ai marre, je vais à chaque fois, tous les mois, parce qu'à un moment donné, les sélections, c'était pratiquement tous les mois, tu vois, avec les matchs de qualif de la CAN, matchs amicaux, tout ça. Et je me dis, ah, c'est bon, tous les mois, j'y vais et je joue pas. Et juste avant la CAN, justement, on fait les matchs amicaux. Wabi Kazri se blesse et on joue l'Égypte. Et je sors un gros match contre l'Égypte. C'était le dernier match amical avant la CAN. Et là, premier match de la CAN contre le Sénégal, il me met titulaire. Donc c'était une grosse, grosse fierté, vraiment. C'est mon plus beau souvenir en sélection. Parce qu'on joue quand même le Sénégal de Gueye, Koulibaly, Sadio Mané. C'était vraiment quelque chose. Un très bon souvenir. Azir, en tant que futur DTN des Comores, est-ce que tu as une question justement? Non, mais je veux savoir comment, vu que tu as connu les équipes de France de jeunes, une partie des équipes de France de jeunes, comment tu as été accueilli au sein de la sélection tunisienne à chaque fois dans ce genre de cas-là? Parce qu'on on a souvent parlé sur Twitter ou en vrai de ce sujet de la binationalité qui revient assez souvent. Comment tu es perçu de la part des autres joueurs tunisiens, des Tunisiens de Tunisie, entre guillemets, Les même si au locaux. final vous défendez Ouais. le même pays, vous défendez la même sélection, vous défendez la même nation, mais c'était quoi le ressenti que tu avais, tu vois? Parce Non, que il n'y a nous, pas d'animosité. Si c'était ça un peu le fond de ta question. Moi, ouais, je l'ai pas comment, ressenti en tout cas, tu vois. Moi, je ne l'ai pas ressenti parce que déjà, il y a aussi pas mal de joueurs qui sont pas locaux, tu vois. Une grande partie. Et directement, j'ai été mis à l'aise en plus par Wabi Kazri, Issam Ben Youssef, qui, pareil que moi, tu vois, ont grandi en France, ont été formés en France. Wabi, il a même fait les sélections espoirs aussi de l'équipe de France. ouais. Donc, non, sur ça, franchement, j'ai rien à dire. Ça s'est vraiment bien passé. Même les joueurs locaux, ils te mettent à l'aise et tout. C'est vraiment une famille, la sélection, tu vois. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Justement, tu as parlé de joueurs formés en Europe et tu en fais partie. Quand tu joues en Afrique, est-ce que c'est si différent que ça? Par exemple, on rappelle que tu as fait la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 qui Mhm. s'est déroulée au Gabon. Ouais. On entend plein d'histoires sur l'Afrique, les histoires de primes, les terrains, l'ambiance, la chaleur, etc. Est-ce que Ouais. c'est surfait ou alors c'est vrai, Non, justement? c'est vrai, je te jure. Quand le premier match, justement, contre le Sénégal, là, je courais, je faisais une accélération, j'étais essoufflé, j'en pouvais plus. Et je voyais Gay, il courait dans tous les sens, il pouvait jouer 2 fois 90 minutes, il n'était pas fatigué. Et c'est là, et tu vois, c'est là que je me suis dit, j'ai encore du chemin à faire. Tu vois, quand j'ai vu ces joueurs-là sur ce match-là et moi à côté, je me suis dit, ah ouais, il y a encore du chemin, tu vois. Parce que les mecs, physiquement, ils sont prêts. Tu leur rentres dedans, ils bougent pas, tu vois. Tu sentais une différence. Tu sentais une différence. Mais ouais, pour en revenir à ce que tu as dit, ouais, l'Afrique, tout dépend où tu vas, c'est chaud. Hein. Ma première sélection, on va jouer au Togo. Il faisait 40 degrés. Les vuvuzelas dans les oreilles pendant 1 heure avant le match et 1 heure après le match, ça continuait. Et pour qu'au final, il n'y ait pas d'eau chaude dans les douches. Oh, Aïe, aïe, aïe. Abdenour qui joue à Valence, je le voyais se laver au lavabo comme ça. Il me disait, c'est ça l'Afrique, c'est ça l'Afrique. Ah ouais. Ah ouais, non, et à propos de la sélection, il y a pas mal d'anecdotes. Les pains harissa avant le match et tout. Comment ça, les pains Harissa? Ah ouais. Paris, ça comme si c'était un tournoi de quartier, comme ça. Ah ouais, ouais. Pain harissa. Non, pain harissa, pardon, c'est après le match. Avant le match, c'est Madeleine avec Nutella. C'est pas vrai. Mais moi, Larry, je suis assez proche d'un ancien international tunisien, même ancien capitaine de la Tunisie, Adel Chedli, Ouais. qui me racontait des histoires sur la CAN où il y avait un joueur qui joue en Ligue 1, on va pas citer de nom, qui était arrivé à la CAN 2013
avec sa chicha, sa machine à panini le soir pour faire des, Oui. Ah, pour ben c'est faire, peut-être le même alors, parce qu'il était à ma canne aussi. pour faire des panini. Ah Le ouais, mec, écoute, hein, le mec vendait des panini aux mecs de son équipe et des gens de l'hôtel. Il avait la machine à, il avait la machine à panini dans la chambre et le soir il faisait des sandwichs avec la viande et tout et il les vendait aux mecs de l'équipe et aux mecs du staff. ouais. Il s'était fait son petit bénéf comme ça. Il avait pris la prime. Il n'avait pas eu de prime, c'était sa prime. Ouais, des trucs de Ah ouais. fou. Ouais, Ah, ouais. c'est différent, tu vois, c'est différent, mais franchement, moi, ça me manque. Là, tu vois, ça fait un moment que j'ai plus été appelé, et franchement, ça me manque trop. Tu vois, ça, déjà, ça te permet de faire un petit break, tu vois, avec ton quotidien en club, déjà ça, tu vois, et tu retrouves Ouais. tes potes de la sélection, tu joues tes matchs pour ton pays, tu vois, franchement, ça me manque parce qu'au début, j'étais tout le temps appelé, tu vois, et je Ouais. jouais pas beaucoup, je me plaignais, tu vois, je me disais, ah, c'est bon, vas-y, j'ai plus envie d'y aller, j'y vais pour rien et tout. Mais là, tu vois, comme ça me manque maintenant que ça fait un moment que j'y suis plus. Est-ce que tu es allé peut-être que tu allé plusieurs fois en Tunisie depuis que tu étais appelé, mais hors contexte footballistique pour les vacances ou quoi? J'y suis allé 2 fois. 2 fois. Et Tu vois, je suis comme. pas allé autant que mes cousins et tout qui allaient tous les étés et tout Ouais, ouais, ça. ouais. Mais Donc tu vois, depuis que tu as je parlais commencé à pas jouer la pour langue. la sélection? Bah, c'est compliqué les étés Ouais, déjà. voilà, t'as J'arrive à pas. Ouais, rentrer à ok. Marseille et tout. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, j'ai de la famille là-bas. Ouais, c'est pour voir un peu Ouais, comment j'ai t'es beaucoup perçu de là-bas, famille. quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Bah, en plus, moi, ma famille vient d'un petit village qui s'appelle Matmata. Ouais. Et voilà, c'est vraiment un petit village où il y a pratiquement que des Azounis là-bas dans le village. Et ouais, dès qu'il y a un match, je peux te dire que c'est la folie, hein. C'est Ouais, la folie. parce que, bah, tu sais, moi, pour parler vite fait, j'ai grandi à la Castellane, donc je connais un peu Nabil Gilas, Ouais. enfin, la famille en tout cas Gilas, et quand il a joué la Coupe du Monde, il a joué 3 minutes contre la Corée du Sud. Ah, c'était devenu le héros, Et ouais, c'était devenu le héros au bled. Donc, c'est pour et savoir à ouais, peu près, voilà, ouais. vis-à-vis de toi. La sélection, c'est différent. C'est différent parce que c'est pas comme le club, où c'est une ville qui te supporte là, tu vois, c'est tout un pays. C'est Non, vraiment la plupart des Tunisiens, ils attendent que ça, tu vois. encore plus en Et, Afrique, ouais, c'est ça. voilà, encore plus, tu vois. Il y en a, ils ont pas de quoi se payer un billet pour les matchs, mais ils vont travailler, ils vont se ruiner la santé pour pouvoir assister au match, tu vois. Ou alors vivre ça dans un café. Je me rappelle d'une image quand Naïm Sliti, il met le penalty contre l'Algérie. Ouais. Et on avait vu sur Twitter, ils avaient mis un bordel dans un café à Tunis. Pas quand il a mis le penalty, nous on rigolait, tu vois, ça nous fait rire, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Justement, avant de passer aux deux, trois questions sur le chat, tu as évoqué ce sujet en disant que la sélection te manque. Tu n'as que 10 sélections, entre guillemets, vu que tu as commencé il y a quelques années. Déjà, comment Mm. tu expliques ça? Et est-ce qu'il manque, selon toi, quelque chose pour que tu puisses rattraper, entre guillemets, ce retard? Franchement, je ne saurais pas te répondre parce que déjà j'ai connu, je crois, 5 coachs différents. Euh, C'est un problème, selon toi, justement, que Bah, tous ces c'est changements un de coach? problème. Bah oui, il te faut de la continuité, il te faut de la stabilité, encore plus quand il y a une équipe nationale, parce que justement, les joueurs, tu les as pas au quotidien. Tu les vois une fois dans le mois où tu dois à chaque fois préparer un match. Donc c'est compliqué pour un coach, tu vois, de mettre quelque chose en place sur le court terme. Donc déjà, je pense que ça, c'est un problème. Après, c'est un problème collectif. Après, personnellement, comme je t'ai dit, au début, j'étais toujours appelé par Kasper Zak et tout, il m'aimait bien. Et après, ouais, quand je suis en Belgique, c'est vrai que j'ai eu moins de temps de jeu, donc je comprends aussi tout à fait que j'ai été moins appelé. Mais par contre, après, ma dernière année en Belgique, mes 2 dernières années en Belgique, et cette année, j'ai du temps de jeu, donc ouais, il y a des choses que je comprends pas trop. Après, je veux pas entrer dans les détails ou parler en mal de qui que ce soit, tu vois. Mais voilà, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça manque un peu de professionnalisme, contrairement au Maroc ou à l'Algérie. On va passer aux questions des internautes. Déjà, Mathieu, qui pose une question très drôle. Quel est le joueur le plus fort qu'il a côtoyé à l'OM et pourquoi Lucho Gonzalez? Je crois qu'il me connaît, lui, c'est pas possible, c'est qui Mathieu Poupon. Ouais, ouais, ah ouais, mais en plus, mais moi aussi, bon, il y en avait deux. Ouais, Lucho par son charisme, par ce qu'il dégageait, par sa sérénité avec le ballon, c'était la classe.
Vraiment, c'était la classe, Lucho. Et j'aimais beaucoup aussi Nkoulou. Ouais. J'aimais trop ce joueur. Je le trouvais trop fort. En plus, c'est là que, quand il explose à l'OM, toi, tu commences à jouer en défense centrale. Enfin, tu te dépannes en défense centrale à ce moment-là. Ben non, de base, moi, je suis défenseur central. J'ai été formé depuis petit, j'ai toujours joué défenseur central. Et en Ouais, fait, bah quand j'ai après, commencé à monter avec les pros, voilà, c'est Deschamps, en gros, il m'a dit, si tu veux faire carrière, il faut que d'accord. tu joues au milieu. Tu es trop... et en gros, il m'a dit, tu es trop petit pour faire une carrière en défense centrale, il faut que tu te repositionnes au milieu. Moi, dans mes souvenirs, C'est c'était parti. l'inverse, mais désolé. Non, ouais. Mais bah, après, tu dis Lucho et Nkoulou, mais c'est parce que t'as jamais joué avec Radonjic aussi. Tout Allez, vas-y, s'explique. c'est pour faire ça. Tout ça, c'était que pour ça. Tout ça, tout ça, c'était juste pour caler ça. Vu qu'on est sur la période OM, on a une question de Cisco qui dit comment on gère les sollicitations extérieures, sachant que ton arrivée en centre de formation coïncide avec celle des starlets de télé-réalité. Comment ça? J'ai pas très bien compris. Non, en fait, Je sais qui c'est connais. Cisco. J'ai pas compris sa question. Non, en fait, j'imagine qu'il veut dire que voilà, il y a vraiment une hyper médiatisation des jeunes avec les réseaux sociaux. C'était Ouais, vraiment vers cette période-là que ça a commencé. Comment tu gères ça, en gros? ouais. En Après, toi, étant au centre, on n'était pas des stars, après, toi, franchement. t'étais maqué très vite aussi. En plus, ouais, ouais, ouais. À 16 ans, moi, ça y est, j'avais les menottes déjà. Voilà. Mais non, pour répondre à sa question, au centre, non, à part au collège un petit peu, parce que justement, on était au début les joueurs de l'OM dans des collèges normaux, entre guillemets, avec les autres, quoi. Et d'ailleurs, j'étais au collège avec ce Cisco. Et non, il a bien vu que, voilà, franchement, c'était même nous qu'on foutait plus le bordel que les autres, t'imagines? Oui, je sais, moi, j'ai ma soeur qui a été prof au collège des Cailloles à côté du centre. Et Ouais. elle me racontait que les plus difficiles à gérer, c'était les petits de l'OM parce que c'était les stars du collège et ils se permettaient un peu tout et n'importe quoi. Ouais, je vois ce Après, que tu bah, veux dire. c'est la préadolescence, c'est normal. Ouais, voilà. Mais après, c'est sûr que dès que j'ai fait mon premier match amical avec les pros, c'était contre Monaco à Carpentras, là. Un match amical, la Ouais. première fois que je jouais avec les pros. Ah, j'ai reçu je sais pas combien de demandes d'ajout sur Facebook. Ah ouais, ça s'arrêtait plus. Ça s'arrêtait. Mais comment, C'est là. comment tu le fais pour le gérer, ça? Moi, je me demande, des fois, je me dis, mais c'est plus dur de ne pas péter les plombs, en fait, tu vois. Ouais. Quand tu es Ben, Marseillais, ouais, tu joues à l'OM, c'est tu ça. commandes. Déjà, juste être au centre de formation, parce que tu dis, vous n'êtes pas des stars et tout, mais des Mm. fois, on regarde beaucoup les matchs des jeunes et tout. Quand on va voir les matchs au campus avec Ouais, ouais. Ils sont même pas encore pros que déjà, il y a déjà un peu autour d'eux. Mhm. Ouais. Alors, tu fais un match, une seconde en pro, mais c'est fini. Ouais, C'est mais compliqué. quand tu es jeune et que tu es de Marseille en plus, tu es content, il faut dire ce qui est, tu vois. Ouais, c'est une fierté. C'est une fierté, les gens ils te reconnaissent dans la rue, je marche avec ma mère, les gens ils me demandent une photo, tu vois. Et même carrément, tu sais quoi, une fois, je prenais le métro parce que j'avais même pas le permis. Et j'avais déjà fait des bancs, et il y a un mec qui me dit, oh, mais c'est toi la Riazouni? Et je dis, ouais, toi timide, moi, je vais pas me faire remarquer. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu prends le métro? Je dis, bah ouais, je prends le permis, je prends le métro. Ah, tu es là, tu montes à Jules Guest et tu croises un joueur de l'OM aussi, c'est normal. Ouais, c'est normal, tu vois, moi je me prenais pas la Ouais, tête. En plus, tu mais en vois, vrai, ma t'as famille, raison. ils étaient derrière moi sur ça, hein. Et j'avais pas intérêt de me manquer à faire la star. Ah, c'est impossible. Dernière question sur le présent, justement. Là, on a parlé du passé. Une question de Rida. Est-ce que tu te vois revenir en Ligue 1 prochainement ou avant la fin, À la fin de ta Saint-Etienne. carrière? Ah, Pourquoi pas? il serait temps, hein, depuis le temps qu'on se tourne autour. Franchement, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de projet de plan de carrière, j'ai pas de projet. Ça me ferait plaisir, oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien m'imposer en Ligue 1, comme je t'ai dit, tu vois, que j'ai jamais pu le faire. Mais c'est pas une obsession non plus, tu vois. C'est pas une obsession. Maintenant, j'ai un enfant, j'ai un petit garçon, j'attends une petite fille. Tu réfléchis un peu aussi de la même manière, tu vois. Je suis pas le genre de joueur, il y en a, hein, et je respecte ça, tu vois, qui font passer leur carrière avant tout, tu vois. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Donc, mes choix de carrière, ils vont être aussi faits en fonction de ma famille. Donc, je sais pas. Voilà, je sais pas. J'aimerais bien revenir en Ligue 1. En plus, ça me rapprocherait de ma famille et tout, mais on verra.
On verra, je sais pas. Bah, ça colle parfaitement avec l'ambiance du moment dans le monde. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Larry, merci encore de nous Ah, avoir accordé autant de temps. Oui, Idriss. tu nous as fait une fin Voilà. d'émission France Info, là, frère. Eh ben, écoute, des formations professionnelles. Merci Larry encore. C'était Merci à vraiment vous. très Voilà, très merci régalé. beaucoup. Je me Merci suis régalé, beaucoup. mais j'ai l'impression que j'ai pris pas mal de temps quand même, hein, la parole. Non, mais c'est fait pour Non, ça. Non, pas du tout. Toujours Ouais. moins qu'Idriss, je te rassure. non, merci beaucoup, c'était vraiment un régal. Hein. Ah, Vraiment, ben, moi aussi, je me suis régalé. Franchement, Les- top. Merci encore, ben, c'est cool d'entendre ça. Pour nos auditeurs, on a eu un petit problème de live là il y a quelques minutes. Ce n'est pas grave, sachez qu'on aura tout en podcast. Comme d'habitude, il y aura les pastilles qui vont être diffusées sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter. N'hésitez pas à vous abonner. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci les gars, merci Larry. Bonne soirée à tous. Ah, t'as pas annoncé la semaine prochaine, Amaïs. Tu fais pas tout comme Mathieu. Non, La et semaine, ça sera. la semaine Bah, vas-y, prochaine. tu veux le mot de la fin, vas-y. Non, je veux pas le mot de la fin, c'est juste qu'il faut annoncer l'invité, le prochain invité. On reçoit lundi prochain pour le deuxième épisode de la série l'OM et ses rivalités, après Damien Dolé pour l'OM et Paris. Pardon. On reçoit Sofiane de Winamax, qui est un grand supporter et connaisseur de l'Olympique lyonnais. Juste avant l'OM Lyon de dimanche prochain, on pourra faire une émission entre l'histoire de la rivalité entre l'OM et Lyon. Tu vois, Larry, quand je te disais que tu parlais moins d'Idriss. Voilà. Bonne soirée à tous. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Quand le mettre au fond. Passe ton ballon.